Je voudrais vous parler aujourd'hui de la corruption, un sujet vieux comme le monde, plus exactement vieux comme la société, parce que c'est justement la société, une façon de vivre ensemble des hommes, qui crée la possibilité d'un hiatus entre l'intérêt de l'individu et l'intérêt du groupe. Et c'est dans ce hiatus que se glisse la corruption. Alors, je ne vais pas vous convaincre que c'est mal ou bien, vous le savez. Je voudrais plutôt vous montrer que c'est une maladie qui est pernicieuse et que, face à cette maladie pernicieuse, nous pouvons jouer. Ça s'apparente plus au cancer qu'à la crise cardiaque, disons. Si mon voisin assassine sa femme, ça ne me donne pas pour autant envie de le faire. Si en revanche, avec sa femme, il se fait 2 fois par an des voyages d'affaires un peu bidons, payés par ses fournisseurs, je suis quand même un peu jaloux et puis je me dis, si jamais on me le proposait à moi, peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est que la corruption, ce n'est pas une affaire de bien et de mal, de noir et de blanc. C'est une espèce de zone grise, un marécage, dans lequel on s'enfonce sans même s'en rendre compte et dans lequel on manque de repères. Parce qu'on s'y enfonce, même sans le savoir. Un exemple pour vous en convaincre. À Paris, c'est très difficile de se garer. Donc quand vous allez au restaurant, il y a un voiturier, c'est très pratique, vous lui laissez la voiture, les clés, vous les reprenez à la sortie, il n'y a jamais de PV. Et comment fait-il, lui, le voiturier, pour qu'il n'y ait jamais de PV, à votre avis? Voilà, déjà, tous complices. Certes, de petites choses, mais on est entré dans la zone grise. Et après, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas aller de la petite chose à la plus grave et à la très grave? C'est à cela que l'on peut quelque chose. Tout moins, c'est ma conviction. Alors, on le peut de différentes façons. La première, la principale, je dirais, c'est d'essayer de créer une situation dans laquelle, spontanément, l'homme se dit « non, c'est pas bien, je ne le fais pas ». Et ceux qui peuvent le plus créer cette situation, ce sont ceux qui sont la crème, on va dire, de la société. Parce que, face à une question qui est de nature morale, finalement, beaucoup de gens sont désarmés. Alors ils regardent, et ils regardent plutôt au-dessus, ce que font les autres. Parce que les gens du dessus, c'est, qu'ils le veuillent ou non, d'ailleurs un peu son modèle social inconscient. Les gens du dessus, c'est qui? Dans une entreprise, c'est l'encadrement. Dans la société, c'est ce qu'on appelle l'élite. Et dans notre société de médias, c'est tous ceux qui sont en vue. Eh bien, tous ceux-là, ils ont une responsabilité considérable face à la corruption. Parce qu'ils sont regardiers et parce que leur exemple portera. Prenez De Gaulle. Il a lutté contre la grande corruption que représentait la collaboration. Mais aussi, lorsqu'il était président de la République, qu'il habitait à l'Élysée, il payait lui-même de son propre argent son abonnement téléphonique. Donc la corruption, ce n'est pas une affaire seulement de gros, c'est aussi une affaire de détail. Chaque comportement, de ce point de vue, est scruté par les autres et ces autres, voyant que ce font des choses qu'eux ne peuvent pas faire, qui peuvent sembler modestes, se disent, quand je pourrais, moi, faire quelque chose d'équivalent pour moi, je le ferai. Et ces choses-là ne manquent pas. Pensez par exemple au courrier qu'on rapporte de la maison pour le faire poster au bureau. Pensez aux feuilles de sécu qu'on demande à la secrétaire de remplir. Pensez aux stages qu'on donne au neveu pour faire plaisir à sa maman, etc., etc. Nous sommes tous quelque part un peu dans la zone grise et notre exemple est toujours regardé et va façonner le comportement des autres. C'est d'une certaine façon ceux du dessus, comme je les appelle, qui vont édifier l'attitude de la société face à la corruption. Alors il y a d'autres façons de lutter. Les autres façons, c'est d'essayer de réduire les motifs de corruption. On peut par exemple émietter les décisions. Quand je travaillais à Carrefour, chaque magasin achetait lui-même. Ce qui fait qu'il y avait 200 acheteurs de camembert. Au lieu d'en avoir un seul, c'était 200 fois moins intéressant de le corrompre, évidemment. On peut aussi organiser les procédures de telle façon que chaque fois qu'il y a un risque tangible de corruption, ça devienne plus compliqué. Par exemple, si de la décision d'un seul dépend qu'un autre gagne beaucoup d'argent, organisons-nous pour partager cette décision. Mettons en place des codes d'éthique, mettons en place des messieurs éthiques, etc. Il y a 1000 façons de le dire et il y a des organisations qui d'ailleurs peuvent vous y aider. Voilà, tout ça n'est pas bien spectaculaire. Ce sont des petites choses du comportement quotidien, des petites règles, mais
ça change les choses. Et ça, c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de grands problèmes, la Syrie, le chômage, sur lesquels on se dit, pas grand-chose. Là, chacun peut quelque chose. Chaque exemple porte. Chaque exemple porte. Alors, allons-y.